Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. On va attendre 2 minutes ceux qui sont en train de switcher de réunion, la réunion de 10 pour passer à celle de 11 heures et puis on démarrera concrètement le webinaire. Il y a encore 2 petites minutes pour que tout le monde arrive. Alors, on va essayer de commencer à l'heure, donc encore 30 secondes que les gens se connectent et arrivent, et puis on va démarrer. Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui se connectent. Bon, je pense qu'on va peut-être démarrer, Alexis. Oui, tout à fait. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence à ce webinar. Très heureux de pouvoir présenter nos solutions. Donc, rapidement, le petit agenda de ce webinaire. Donc, une introduction rapide pour ensuite vous présenter un peu une mise en contexte sur Digitalberry pour resituer l'entreprise dans son écosystème et l'enjeu autour des certificats numériques. Ensuite, bien sûr, on aura une démo de la part d'Alexis sur notre solution BerryCert, notre solution de gestion du cycle de vie des certificats numériques, avec une présentation des grandes fonctionnalités et un focus sur la gestion des certificats, des magasins de certificats chiffrés avec mot de passe. Voilà, et bien sûr, des questions-réponses sur le dernier quart de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on les lit et on y répond soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Voilà, ce webinaire est bien sûr enregistré, sera disponible en replay à toutes les personnes qui sont inscrites. Voilà, donc même si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de ce webinaire, on essaiera d'y répondre et on y répondra de toute façon dans un deuxième temps par écrit à toutes les questions qui ont été posées. Donc, allons-y. Bienvenue sur ce webinaire. Peut-être que voilà, merci Alexis. Donc, rapidement, je me présente, Mathieu Higuenan. Je suis associé fondateur de Digitalberry et je suis accompagné d'Alexis. Oui, merci Mathieu pour l'intro. Donc, Alexis Jalin, moi je suis responsable produit. Donc, aujourd'hui, je vous montrerai justement la démonstration dont on vous a parlé sur un use case de gestion des certificats avec mot de passe dans un contexte de serveur applicatif Tomcat. Donc, vous verrez comment ça fonctionne aussi avec Tomcat. Ça fonctionne avec plein d'autres. Là, on a choisi Tomcat pour celui-là. Et n'hésitez pas aussi à regarder sur notre chaîne YouTube les précédents webinaires si vous voulez des compléments d'infos, voir d'autres use cases. C'est accessible en ligne. Rapidement, donc pour repositionner Digitalberry sur la carte des éditeurs logiciels dans le domaine de la confiance numérique. Donc, nous sommes créés en 2014. On est actuellement présent sur 3 sites, à Issy-les-Moulineaux, à Marseille, où se trouve le siège social, et à Tunis, où on a un centre de services et de R&D. Et aujourd'hui, Digitalberry, c'est environ une quarantaine d'experts en confiance numérique, avec une population, je dirais, plus des 2 tiers d'ingénieurs et une parité au sein de l'entreprise, notamment aussi grâce aux équipes de Tunis où on a au global une parité homme-femme au sein de l'entreprise. Quelques références. Donc nous, notre solution s'appelle BerryCert. C'est une solution de gestion du cycle de vie des certificats numériques.
qui est une solution innovante. C'est une solution qu'on voit apparaître depuis à peu près 5 ans et de très récemment sur le marché européen et français. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs, à peu près à partir de 250, 500 personnes jusqu'aux grands comptes qui ont besoin de s'équiper de ce type de solution parce que à la fois il y a une explosion du nombre de certificats numériques en usage dans les organisations et bien sûr une évolution de la réglementation sur ces certificats numériques, notamment sur la partie, par exemple, durée de vie qui ne fait que se raccourcir. Donc, on a de plus en plus d'opérations à faire sur les certificats. Voilà, donc on a une solution qui est vraiment intégrée dans son écosystème. Donc, on a un certain nombre de connecteurs vers, bien sûr, les PKI, que ce soit des technologies de PKI internes, que ce soit des AC publics, et également, on a un grand nombre de connecteurs vers des applications les plus utilisées. Dans le cadre de ce webinaire, vous verrez celle avec Tomcat. Et on a des partenaires intégrateurs qui sont des spécialistes du domaine de la cybersécurité et qui nous accompagnent dans la promotion, l'intégration et la mise en production de nos clients. Toujours pour situer Digitalberry dans son écosystème, donc on est membre d'Exatrust, qui est une association professionnelle sur les entreprises indépendantes et souveraines dans le domaine de la cybersécurité et de la confiance numérique. On est référencé au catalogue UGAP, donc ce qui nous permet d'adresser de manière beaucoup plus simple et cadrée toutes les demandes qui peuvent venir du secteur public. Bien sûr, on était présent en 2021 au FIC et aux Assises. On sera à nouveau présent en 2022 au FIC en juin. Donc, passez nous voir et vous accueillera sur notre stand. Et il y aura des échanges et des démos, bien sûr. Et on sera aussi présent aux Assises de la cybersécurité à Monaco en octobre. On est présent dans les radars Wavestone qui sont émis sur les panels soit qui concernent les entreprises, les startups de la cybersécurité, soit sur aussi le panel qui est sorti l'été dernier, en début d'année, sur les sujets importants ou qui sont à prendre en compte dans le 360 d'un RSSI, d'un CISO. Et on est soutenu également par BPI France. Donc voilà, c'est partie de notre ADN. On est aussi une entreprise de tech qui fait beaucoup de recherche et développement. Nos sujets sont souvent complexes. On va essayer de les vulgariser justement un peu plus au cours de ce webinaire. Alors, je voulais prendre un petit peu de hauteur et resituer un peu les sujets et les enjeux rapidement en partant de la base des fondamentaux de la sécurité informatique, si on le reprend tel qu'il est dans leur définition, la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. Donc l'authenticité qui est le couple un peu identité numérique, identification et authentification. Donc beaucoup les fondamentaux derrière sont quand même beaucoup basés sur la cryptographie, sur les algorithmes de chiffrement et les fonctions de hachage. Quels sont les objets que l'on va utiliser? Ça va être d'abord l'identité numérique. Donc, on va donner de plus en plus et massivement des identités numériques à tous les points du réseau. Donc, bien sûr, les personnes, les postes, les entreprises, les serveurs, les applications, les IoT, les IIoT. Pour tout ce qui est cryptographie asymétrique, on va bien sûr utiliser un support qui est la biclée asymétrique, et on va faire appel à des autorités de certification qui vont pouvoir permettre de garantir l'authentification de ces identités et de leur fournir des certificats numériques qui sont un peu les papiers d'identité de ces identités numériques. Et donc le vecteur de tout ça, un des principaux vecteurs, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est le certificat numérique qui fait le lien entre une paire de clés cryptographiques et une identité numérique. Donc toujours pour parler des enjeux, sur la disponibilité, qui est dont un des objectifs, c'est de garantir l'accès aux ressources.
un des problèmes que l'on voit aujourd'hui, on voit ça chez tous nos prospects, tous nos clients, ça touche tout le monde, et ça touche même les GAFAM, hein. Dans la presse, vous verrez régulièrement des annonces, c'est éviter l'arrêt de service en production à cause de l'expiration d'un certificat numérique. Les certificats numériques publics, notamment c'était une durée de vie de 5 ans jusqu'en 2015, 3 ans en 2018, on est passé à 13 mois en 2021, et leur nombre se multiplie, parce qu'on a une démocratisation de l'usage des PKI, une massification de l'usage des certificats, et donc on a toujours des applications qui utilisent avec des back-ends, avec d'autres applications derrière, avec des outils, avec éventuellement des projets ou des utilitaires open source derrière qui tournent, et tout ça, c'est des certificats en cascade. Et il faut pouvoir les superviser, les connaître leur état, et surtout pouvoir les renouveler à temps. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Sur la confidentialité, effectivement, on voit bien qu'on a une généralisation du chiffrement des données et des flux. Donc on peut parler de l'approche de Zero Trust, qui consiste à mettre des flux chiffrés SSL partout en interne dans l'infra de l'organisation, de l'entreprise. On a bien sûr un usage toujours croissant de la signature électronique, que ce soit pour les documents, mais on peut parler aussi des données, des emails, du code, des firmware. Voilà. Et puis il faut aussi être capable aujourd'hui, quand on est un utilisateur, un demandeur de certificat, de générer sa biclée, de générer sa CSR. Ça, c'est un enjeu technique important que tous les utilisateurs ne savent pas adresser ou ne peuvent pas adresser, que certains équipements industriels ne peuvent pas ou ne savent pas faire. Ils n'ont pas tous une libre crypto pour générer leur propre paire de biclés localement, ce qui est un enjeu très important, d'éviter de transporter la biclée un peu partout. Donc, soit on la génère autant que faire se peut localement, autant que faire se peut dans un environnement sécurisé, un token, un TPM. Et effectivement, si on ne peut pas, à ce moment-là, si on doit la générer de manière centralisée, il faut absolument la sécuriser son transport et sa distribution. Voilà. Et donc, sur la partie authenticité, effectivement, on voit aussi les approches de type passwordless qui se généralisent, qui accompagnent les nouveaux usages en termes de mobilité, de bring your own device, de télétravail. Et donc, de plus en plus, on voit une authentification par certificat qui se généralise. Voilà. Donc, je voulais présenter et poser ce contexte. Qu'aujourd'hui, notre solution Berrycert et les solutions CLM en général deviennent non plus un nice to have, mais un must have. Comment dirais-je, éviter les arrêts de service en production, et aussi être en compliant par rapport à la réglementation. C'est-à-dire que Berrycert va apporter aussi des capacités d'audit, de score de conformité de manière continue, de pouvoir vous aider à mieux répondre à des référentiels de type ANSI, comme on parle des guides de protection des systèmes essentiels. Si je reprends quelques règles, en règle 6, on parle de cartographie, on contribue aussi à cette cartographie, de traitement des alertes, donc c'est aussi une des fonctions principales de Berrycert, de gestion du cycle de vie des droits, de gestion du cycle de vie des ressources. Voilà, donc il y a tout un ensemble de services que Berrycert rend et qui renforcent les organisations quand elles ont un objectif d'être conformes aux recommandations ANSI, par exemple. Voilà. Écoutez, pour ma part, c'est bon. Donc n'hésitez pas toujours à poser vos questions et on y répond dans le chat. Et du coup, je vais laisser la main à Alexis qui va vous présenter la solution plus en détail et bien sûr faire un focus sur les magasins de certificats chiffrés. Et d'ailleurs, moi j'ai une question pour toi, Alexis. Pourquoi est-ce que dans Tomcat, on a des JKS, on a des magasins de certificats chiffrés? Ah, la grande question. Et ben, c'est tout simplement parce que Java aime bien rester dans son environnement et donc ils ont inventé un format qui leur est propre, qui s'appelle JKS pour Java Key Store, qui est le magasin de clés Java, qui ne marche du coup que dans un contexte Java, qui nécessite des outils
spécialisés qui savent gérer ce format-là. Et on va dire l'équivalent dans le standard commun, c'est ce qu'on appelle le PKCS12, ou pour les intimes le P12, puisque c'est l'extension qu'on utilise classiquement, qui est aussi PFX, hein, c'est très proche. Et donc, c'est des magasins qu'on va protéger avec un mot de passe. Du coup, grâce à ce mot de passe, on va pouvoir le chiffrer et transférer de façon sécurisée, plus ou moins sécurisée, on va dire, la biclée. Donc, c'est vraiment... JKS est un format propriétaire, Java, mais qu'il est important d'adresser parce que, évidemment, une grande majorité des applications actuelles sont développées en Java et du coup utilisent des JKS. C'est ça, et donc c'est ça qu'on verra appliqué à un serveur d'application Tomcat qui gère justement des web apps Java. Alors ça va peut-être couper un instant, je vais juste cliquer sur rafraîchir parce que Ah, on a perdu Alexis, je pense qu'il va revenir tout de suite. Donc l'objectif de ces key stores chiffrés, hein, c'est bien de protéger la biclée qui est l'asset de sécurité important, avec de l'autre côté, bien sûr, l'autorité de certification, et qui va permettre d'apporter de la sécurité supplémentaire sur cette gestion de la biclée. Alors, est-ce qu'on a Alexis qui nous revient? Écoutez, sinon je vais enchaîner peut-être sur les fonctions principales de Berrycert. Premier point qu'on nous demande souvent en rendez-vous prospection, rendez-vous client, c'est de faire un état des lieux. Voilà. Les DSI ont besoin de faire un état des lieux de l'ensemble des certificats en utilisation dans le parc, parce que les équipes tournent, changent, on récupère un historique, et puis il n'y a pas nécessairement toujours une base de connaissances, une base d'expertise claire sur où sont les certificats, dans quel état ils sont, quelles sont les opérations à faire prochainement, et à quelle autorité on doit s'adresser suivant quel process. Donc toute cette partie, je dirais, cartographie, c'est une des premières fonctions que propose Berrycert, avec un certain nombre de scans, des scans IP, des scans d'applications, des scans serveurs de fichiers, et ensuite toute la partie centralisation, inventaire, et on va pouvoir faire de la supervision en temps réel, en continu, et bien sûr de l'alerting avec des notifications multicanales pour s'assurer que la bonne information va à la bonne personne et que la personne sache ce qu'elle doit faire. Voilà. Excusez-moi pour l'interruption. Je pense qu'on m'a piqué ma session ou alors j'avais un problème de connexion, mais me voilà de retour. Merci Mathieu, je vois que tu as commencé la partie intro sur Berrycert. J'ai parlé de la cartographie, je te laisse. Donc voilà, donc vraiment, la cartographie, c'est le premier aspect sur lequel il faut se concentrer pour pouvoir établir vraiment un inventaire complet et avoir connaissance de tout son périmètre. Donc ça vaut, dans les recommandations de l'ANSSI, vous verrez cette recommandation de cartographie pour l'ensemble des assets de sécurité, y compris les certificats, pour la simple et bonne raison que tant que vous ne connaissez pas ce que vous possédez, eh ben, vous êtes incapable de les gérer. Déjà parce que, deuxièmement, une fois que vous avez connaissance, votre but premier, c'est de superviser le statut, l'état de l'ensemble de vos assets de sécurité et donc du certificat numérique. Ça, c'est le deuxième aspect que vous allez pouvoir gérer avec Berrycert. Et pour finir, on va vouloir gérer tous les aspects suite à cette cartographie, cette supervision des certificats numériques en allant les piloter. Donc, que ce soit faire des nouvelles demandes, que ce soit renouveler ma carte d'identité numérique, parce que comme une carte d'identité physique, elle a une date de péremption. Donc, c'est très important qu'on puisse la renouveler dans les temps pour toujours avoir une carte d'identité valide et qui nous permette de présenter toujours la bonne. Et donc ça, vous le gérerez avec Berrycert, y compris le processus de mise à disposition aux utilisateurs ou aux serveurs et de mise en œuvre pour les serveurs pour que la carte d'identité soit toujours à jour. Donc c'est comme quand vous allez commander votre carte d'identité ou votre nouveau passeport en mairie, donc vous n'êtes pas allé le récupérer en mairie, vous avez toujours finalement votre problème avec votre ancien titre d'identité.
Et donc, cette liaison finalement entre la mairie, qui va être la PKI, et vous, ça va être fait par Verisert pour mettre en service les certificats. Donc, c'est les grands enjeux de Verisert. Tout ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'être comment dire, d'assurer finalement cette continuité de service pour éviter les interruptions et ainsi être toujours, avoir toujours vos applicatifs up. Donc Mathieu tout à l'heure en citait certains des GAFAM qui sont, comment dire, qui ont été impactés. Spotify a été impacté, donc vous ne pouvez plus écouter la musique pendant une petite heure, je crois, à cause d'un certificat expiré. Teams a aussi été impacté par le même use case. On a eu aussi Google Voice, on a eu LinkedIn, on a eu des groupes qui étaient impactés. Donc c'est vraiment un problème actuel, d'autant plus qu'on en a de plus en plus, on a des durées de vie qui réduisent, et donc il est très important de s'en occuper aujourd'hui. Peut-être tu peux avancer sur les slides, Alexis. Je crois que tu avais un slide qui montrait. Donc effectivement, le slide dont je parlais, donc je vous l'ai fait, je vous l'ai fait à l'oral, mais voilà un peu vraiment les trois aspects sur lesquels on va intervenir avec Verisert dans le but de gérer vos certificats numériques. Je pense que je reviens juste avant parce que excusez-moi, hop, je suis là, voilà. Et donc, ce que je disais, le promesse de Verisert, c'est de vous faire gagner 50% de productivité en maîtrisant vos certificats numériques. Ceci incluant l'exploitation même de notre solution, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous rajouter un coût par rapport à la promesse, et dans le but aussi de réduire de 90% les arrêts de service dans vos applications, que ce soit vos serveurs web, donc les serveurs publics que vous publiez sur Internet, ou vos applications internes pour lesquelles très certainement votre SSI, voire peut-être vous-même qui avez imposé ces règles-là, vous impose du SSL dans le but de chiffrer les communications, même en interne. Parce qu'on veut se protéger, donc ça c'est aussi un peu une prérogative de Zero Trust, c'est qu'on ne fait confiance à personne, nulle part et à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même en interne, on va chiffrer les communications pour que si quelqu'un a réussi à passer vos premières barrières, il ait encore des difficultés à comprendre les communications internes dans votre entreprise. Donc le SSL est aussi imposé en interne. Peut-être qu'on peut passer je vais faire un peu le gardien du temps pour être assez compact et efficace. Si on peut peut-être passer à la démo et pour qu'on ait du temps pour les questions-réponses à la fin. Effectivement. Donc du coup, aujourd'hui, on va vous présenter Verisert. Verisert, du coup, il va s'attacher à tous les aspects qu'on vous a montrés, comme la cartographie, par l'intermédiaire de scans. Donc, il y a différents types de scans. Je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, mais juste pour vous montrer des scans réseau qui vont permettre de faire une cartographie rapide de tous vos certificats SSL. Le scan système de fichiers et d'applications, qui seront des scans soit génériques pour le système de fichiers, soit spécifiques pour une application donnée, qui vont nous permettre d'avoir un état des lieux complet avec les installations physiques de vos certificats. C'est-à-dire on saura exactement où ils sont et comment les gérer. Donc aujourd'hui, on va se placer dans un cas, on va dire, classique, quand on va arriver chez vous avec Verisert, qui est des serveurs d'application qui présentent des certificats qui ont des problèmes. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir que j'accède à un de mes serveurs applicatifs. En l'occurrence, il présente un certificat qui est déjà expiré et je vais devoir, dans un premier temps, avec Verisert, découvrir ce certificat pour être en capacité de le gérer. Parce que pour l'instant, vous pouvez le voir ici, si je vous montre le tableau de bord, qui est un des éléments principaux, qui vous donne l'ensemble des informations sur votre parc. Vous pouvez voir que je n'ai aucun certificat référencé, donc je serai dans l'incapacité de les piloter. Donc on va commencer par cette première étape, qui va être de cartographier les certificats de mon serveur Tomcat, en l'occurrence ici. Donc là, je vous dis que c'est un Tomcat, vous le verrez par la suite. Comment je vais faire? Premièrement, je vais sélectionner le serveur à scanner. Je vais ensuite lui indiquer
comment dire, le chemin sur lequel se trouvent les certificats de mon serveur Tomcat et les extensions de fichiers que je souhaite comment dire, scanner. Donc vous voyez, on en supporte plein. Si vous en avez d'autres qui sont spécifiques à vous, vous pouvez aussi les renseigner. Moi, je vais faire un scan un petit peu plus précis là, parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les JKS. Donc je vais me concentrer sur les JKS. Et vous allez pouvoir aussi préciser. Donc ça, c'est important pour gérer tout type d'applicatif qui a des certificats sur le système de fichiers. Vous pouvez dire, une fois qu'on a déployé le nouveau certificat, quelle commande appliquer pour le prendre en compte dans votre serveur d'application. Donc, en l'occurrence, moi ici, vous allez voir, j'ai créé un petit script parce que, parce que je préférais faire certaines opérations. Par exemple, je pourrais sortir du pool mon application. Je pourrais faire un stop puis un start ou un restart, faire d'autres commandes, peu importe. Donc, je positionne ma commande et ensuite, je vais lancer mon scan afin de découvrir tous les certificats. Donc, Tiens, Alexis, j'ai quelques questions là pendant. Une question qui est pour effectuer les scans, qu'est-ce qui est utilisé comme type de connexion? Est-ce que c'est du SSH, du HTTP? Et également, dans le même type de question, comment est-ce qu'on peut scanner des certificats internes ou externes sans ouvrir des vulnérabilités sur le réseau? Idem sur les droits nécessaires et sur les actifs. Alors, les questions sont tout à fait logiques par rapport à la position déjà de Berrycert dans l'architecture, parce que évidemment, comme on va avoir besoin de gérer tous ces certificats, les questions, je les comprends parce que vous vous dites tout de suite, oui, mais dans ce cas-là, Berrycert va accéder à tout, et du coup, un point d'attaque enfin, un vecteur d'attaque très fort, parce que j'aurai justement tous ces accès. On a deux modes pour gérer les certificats. On va avoir un premier mode qui est comment dire, vous prenez nos agents, vous les déployez sur vos serveurs et ensuite, via une connexion sécurisée en HTTPS, il vient récupérer le travail effectué sur le serveur central et l'effectue. Donc là, il n'y a pas de flux à ouvrir vers vos serveurs. C'est la majorité des clients utilisent ce scénario-là. Et un deuxième scénario où on utilise les connexions SSH ou INRM pour nous-mêmes déployer nos agents et les exécuter à la demande. Et dans ce cas-là, ça demande effectivement une connexion entrante. Donc, voilà un peu les deux modes qu'on a. Ce qui veut dire que quand vous avez à gérer des certificats dans d'autres zones réseau, et ben vous avez un flux à ouvrir entre cette zone réseau et Berrycert en HTTPS. Et donc, ça vous permet de gérer d'autres réseaux sans ouvrir énormément de flux, quoi. Il y a aussi la possibilité de s'intégrer avec des PAM pour la gestion des accès. Alors, les PAM, pas encore. C'est effectivement en cours de réalisation, d'échange avec les acteurs justement comment dire, de PAM, comme Walix et CyberArk. Donc, on renforce aussi par rapport à toutes nos connexions qu'on pourrait avoir, voilà, la gestion de nos identifiants qui sont chiffrés hein, dans notre base de données, mais qui permettent aussi qu'on pourrait aussi aller se synchroniser ou gérer via des PAM qui sont des outils spécialisés. Euh, donc, je vais juste relancer mon scan. Euh, hop, j'ai l'impression qu'il n'est pas passé. Donc, n'hésite pas, Mathieu, si tu vois d'autres questions passer, je peux y répondre en parallèle le temps de relancer mon scan réseau. Check. Oui, oui, simplement, je veux dire, sur les PAM, en fait, c'est des choses qui sont en cours, hein, et c'est aussi une façon que certains clients nous demandent pour adresser la gestion des accès. Ok. Alors oui, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut déployer cette solution en mode on-premises? Donc évidemment, c'est notre mode de déploiement, hein, le mode on-prem. Effectivement, pour des contraintes de sécurité logiques, hein, c'est-à-dire que nous, on va se connecter à la PKI, on va aussi se connecter à des serveurs. Alors, les serveurs vont se connecter à nous pour faire référence à ce que je disais juste avant. Et du coup, dans ce contexte, on peut être amené à être dans des tiers assez bas
Ça peut être soit du tiers 0 si c'est important pour l'entreprise qu'on soit au même niveau que la PKI, soit un tiers au-dessus comment dire, parce on se connecte à des serveurs, parce que vous avez choisi ce mode de connexion. Donc on a différentes façons de s'intégrer. Alors attendez, je vais juste changer d'organisation. Donc dans Beresert, vous avez aussi de la gestion des droits, donc basé sur des rôles et aussi sur des organisations. Vous voyez que j'ai différentes organisations dans comment dire, dans une même instance de Beresert. Et vous voyez que par exemple, en changeant d'organisation, je vais avoir une autre vue, d'autres certificats qui sont actifs. Donc là, vous voyez, j'en ai 3, alors que précédemment, j'en avais effectivement un seul. Donc là, je vais aller relancer mon scan. C'est toujours les effets de la démo, parce qu'évidemment, je n'avais pas testé sur l'autre avant, parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer tout le use case. Et du coup, je bascule sur une autre comment dire, organisation. Alors, j'ai d'autres questions, Alexis, en parallèle. Si c'est une méthode avec agent, peut-on scanner des actifs sans les connaître, comme des ranges d'adresse IP ou d'URL? Oui, oui, tout à fait. Alors, donc on a ce que je précisais tout à l'heure, on a ce premier type de scan qui est le scan qu'on fait dès qu'on arrive dans vos environnements, c'est le scan réseau. Donc, si je me mets sur le scan réseau pour montrer, vous voyez que ici, vous avez plusieurs manières de faire un scan réseau, soit par adresse IP ou range d'adresse IP, notation CIDR, ou alors par FQDN, où donc là, vous mettez votre liste. Vous pouvez, si vous voulez sauvegarder cette liste, soit définir un modèle de scan, soit même sauvegarder un fichier. Mais donc oui, on peut faire par range d'adresse IP pour faire une première découverte rapide, une première cartographie complète, on va dire, sur un /14. On a fait jusqu'au /16, ça prenait quelques heures, mais on avait obtenu justement pas mal de résultats, notamment sur le déploiement de serveurs de certificats wildcard. Donc on reviendra dessus. Donc là, j'ai lancé du coup mon scan. Vous pouvez voir que j'ai découvert 3 certificats. Donc ça, c'est l'inventaire de certificats. C'est ce qui vous permet d'avoir toute l'information que vous souhaitez sur vos certificats. Là, vous avez un affichage qui est par défaut, mais vous pouvez évidemment le personnaliser avec tout un tas d'informations qu'on possède, qui sont toutes les informations prévues dans le certificat. Et vous pouvez filtrer à loisir sur plein de critères pour réussir à avoir le filtre qui vous convient et qui vous permet de piloter le périmètre de certificat qui vous intéresse dans ce contexte. En l'occurrence, ici, moi, j'en ai pas beaucoup, donc ça va être simple de voir celui que je souhaite. Vous voyez que mon site, c'est celui qui est expired, qui présente justement les certificats expirés, qu'on retrouve du coup sur cet écran-là. Vous voyez, vous avez petite icône ici et vous avez l'échéance ici qui vous donne comment dire, depuis combien de temps le certificat est expiré. Donc, à partir du moment où vous l'avez découvert, si vous avez programmé des alertes, des notifications email pour recevoir une alerte quand vous découvrez un certificat expiré, vous allez recevoir une alerte. Et ce qui va vous permettre, du coup, en voyant cette alerte, de prendre des actions. Donc, en l'occurrence, quand vous avez un certificat expiré, c'est déjà trop tard, vous avez un problème. Vous voyez ici, moi j'ai déjà une interruption de service. Par contre, quand vous êtes dans un statut comme celui qui est au-dessus, où on a une échéance à 14 jours, alors moi j'ai défini dans ma politique 15 jours, mais vous pouvez définir vos propres règles dans l'outil. Donc ça, c'est du paramétrage que vous faites. Et ben, à partir du moment où vous arrivez à votre niveau d'expiration, ben, vous avez des certificats qui entrent en phase d'expiration que vous pouvez renouveler avant qu'ils expirent. Donc moi, je vais avoir une action sur celui-là. Je vais du coup vouloir le renouveler. Je le renouvelle comment? Ben, je vais renouveler avec une politique d'émission qui fait le lien avec vos PKI, les gabarits sur ces PKI. Donc, c'est un texte très simple qui vous permet d'avoir un choix éclairé et sain et rapide dans ce que vous voulez faire. Donc là, moi, je veux protéger un serveur web interne. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand je vais sélectionner justement cette politique? C'est que je vais aller contacter ma politique interne. En l'occurrence, dans cette démo, c'est une autorité Microsoft, mais ça pourrait être une autorité Atos, PrimeKey, Sectigo, enfin voilà, vous en avez Digicert, enfin, tout un panel
supporte. Et du coup, avec un gabarit configuré. Tout ça, ça simplifie les demandes. C'est dans le but d'aller plus vite et d'éviter d'avoir à faire des choix compliqués et incompréhensibles pour nos utilisateurs finaux. Quand vous renouvelez, vous avez le choix entre laisser la possibilité à vos administrateurs de valider les demandes, ce qui est mon cas ici. Là, je vais devoir approuver la demande, ou alors laisser en validation automatique parce que, par exemple, vous êtes dans un contexte où vous avez besoin que tout le processus se passe automatiquement. Ce que vous faites avec, par exemple, des protocoles standards comme Acme, comme Scape. Donc, vous pouvez aussi vous accrocher avec Bericert avec ces protocoles, mais il y a aussi notre protocole propriétaire qui permet de faire toute cette phase d'automatisation. Donc là, en l'occurrence, je vous montre le scénario, on va dire, pas à pas, parce que ça me permet de vous montrer les différentes étapes, et vous avez toutes ces possibilités. C'est que de la configuration, encore une fois. Quand j'ai approuvé la demande, donc il est passé à un statut approuvé, on l'a vu, et ensuite, à partir de ce moment-là, nous, on essaye de soumettre la demande technique à la PKI, ce qui veut dire derrière qu'on a aussi généré cette demande technique pour vous. Ça, c'est une problématique que vous avez très certainement, c'est comment je fais pour, comment dire, être en capacité de générer des biclés sur mes serveurs, parce que les recommandations de l'ANSI veulent que toutes les biclés soient générées à l'endroit où ça va être utilisé. Ce qui vous demande des outils, ce qui vous demande des procédures, ce qui vous demande aussi des connaissances pour vos équipes. Donc, et ce qui vous demande aussi d'avoir des librairies cryptographiques à jour pour éviter, par exemple, de générer une clé avec une librairie qui a une faille. Parce que du coup, votre clé, elle présenterait un problème. Donc nous, on fait l'abstraction de tout ça pour vous. Nos agents embarquent toutes ces mécaniques, vous permettent de générer les clés directement sur les serveurs et vous n'avez plus à vous en préoccuper. Donc comment dire, ça c'est vraiment très important. C'est une phase que vous n'avez pas vue, mais on a demandé au serveur de le faire et il nous a renvoyé cette demande technique. Donc nous maintenant on l'a soumis à la PKI et maintenant qu'elle est soumise, donc soit vous avez programmé automatiquement la récupération de tous vos certificats sur la PKI, soit vous allez forcer, parce que la tâche est toutes les heures, comme je viens de le faire, la demande de récupération. Et du coup, nous, on va aller se reconnecter à la PKI pour, comment dire, récupérer le certificat. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'on passe dans un statut signé, ce qui veut dire que j'ai récupéré mon certificat. Donc, je viens juste me rendre compte avec le souci que j'ai eu tout à l'heure que je suis passé sur une autre organisation pour laquelle j'avais déjà découvert mon magasin chiffré. Ce qui veut dire que je ne vous ai pas du tout montré cette étape au début et que j'ai tout de suite, Bericert a tout de suite été en capacité de récupérer les certificats dans le conteneur. Mais il vous manque une petite étape si vous commencez au début avec un magasin qu'on ne connaît pas, c'est le déverrouiller. Donc, je vous montre ça parce que du coup, cette étape a été masquée, mais ça vous montre finalement la suite des opérations, donc c'est aussi intéressant. Quand vous faites une découverte d'un magasin chiffré, donc c'est-à-dire un magasin protégé avec mot de passe, ça peut être un JTS, ça peut être un P12, un PFX, nous, on est dans l'incapacité de le déchiffrer parce qu'on n'a pas ce mot de passe-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vous remonter ce magasin dans Bericert avec sur quel serveur il est présent, son format et son statut. Donc, évidemment, quand vous ne l'avez pas encore déverrouillé, il est encore comment dire, à verrouiller. Une fois que vous l'avez déverrouillé, il passe à déverrouiller et donc vous êtes en capacité, en cliquant sur ce bouton-là, de relancer votre scan pour découvrir les certificats. Donc, en l'occurrence, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, c'est rentrer les mots de passe à la fois du JKS et à la fois de toutes les entrées, puisque en fait chaque entrée est protégée avec un mot de passe potentiellement différent. Vous avez peut-être mis très classiquement le même, hein, mais les mots de passe peuvent être différents. Donc nous, on va vous demander de tous les rentrer. Et une fois que vous avez fait ça, vous déverrouillez et ça découvre les certificats dans l'inventaire. Si vous avez déjà, comme moi c'était mon cas, découvert ce magasin et donc vous l'avez déjà déverrouillé, on a déjà les informations et du coup, on découvre automatiquement les nouveaux certificats. C'est-à-dire, si vous voyez, il y a eu des changements qui ont été faits en dehors de Bericert, nous, avec le prochain scan, on va les découvrir, vous n'aurez rien besoin de faire. Donc c'est cette étape qui était importante de montrer, puisque c'était quand même aussi l'objet,
qui m'a permis de découvrir les certificats présents dans ce JKS. Du coup, maintenant que j'ai vu ce certificat expirer, j'ai renouvelé mon certificat. Mais vous voyez, j'ai toujours une problématique parce que finalement, mon certificat, je l'ai renouvelé dans les temps. Là, en l'occurrence, j'étais un petit peu en retard. Par contre, tant que je n'ai pas fait cette opération de mise en service et de déploiement, j'ai toujours une problématique et toujours une coupure de service. Et du coup, je vais devoir faire cette opération. D'habitude, quand vous n'avez pas Berrycert, vous avez pas mal de soucis à ce moment-là, pour la simple et bonne raison. Donc là, je vais lancer le déploiement pour vous. Donc, Berrycert, le déploiement, c'est ça. Je clique sur déployer et l'opération va être faite. Vous, dans votre vie actuelle sans Berrycert, qu'est-ce qui se passe? Première question, mince, où est-ce que mon certificat est déployé? Donc ça, c'est une première question. Soit vous avez un état des lieux, un inventaire quelque part, et dans ce cas-là, c'est très bien. Deuxième problématique qui va se poser, c'est est-ce qu'il est à jour? Bon, une fois sur deux, bah, du coup, c'est pas à jour. Parce que vous voyez sur Berrycert, nous on référence toutes les installations. Là, en l'occurrence, je n'ai qu'une seule, mais vous pourriez en avoir 10, vous pourriez en avoir 20. Quand vous avez un certificat qu'on appelle wildcard, qui est un certificat qui sert pour tous les domaines de votre entreprise, il va être déployé sur 20, 30, 40, 50, 100 serveurs, même plus, on a vu chez des clients 150 fois. Donc, c'est massivement utilisé. Si vous n'avez pas un inventaire à jour, vous allez en louper, vous allez avoir des ruptures de service. Alors, Alexis, je me permets de faire le gardien du temps. Il y a quelques questions, donc je te laisse aller au bout de la démo Ouais. et après on passe aux Donc, questions. Berrycert, vous lancez le déploiement et du coup, vous voyez ici, il a fait l'action, il a demandé à ce serveur Tomcat de prendre ce nouveau certificat et de le déployer sur son, sur Tomcat pour ensuite l'utiliser. Et donc là, si je vous montre, vous voyez que maintenant, j'ai effectivement mon nouveau certificat émis par une autre autorité qui expire en 2024, donc on a le temps. Et si je reviens du coup dans mon inventaire, vous pouvez voir que maintenant il est effectivement déployé sur mon serveur Tomcat. Donc voilà, donc, je me suis un petit peu étendu et puis merci Mathieu pour le gardien du temps. Je pourrais parler des heures hein, de Berrycert et puis c'est aussi l'occasion si vous avez d'autres questions, si vous voulez une démo plus spécifique, de plus tard nous recontacter pour faire ces démos-là. Et du coup, on va effectivement passer aux questions. Alors, une question, c'était quel est le générateur d'aléas utilisé pour les clés privées? Alors, c'est générateur d'aléas, on l'utilise comme librairie OpenSSL avec un générateur d'aléas qui est software, mais on remplace pour, si je veux aller dans les détails, /dev/urandom qui est un peu mieux que celui par défaut. Mais évidemment, si vous vouliez un vrai générateur d'aléas, il faudrait avoir du HSM qui eux font, ou alors un générateur d'aléas que vous avez installé sur votre serveur et qu'on va utiliser pour pouvoir avoir un générateur d'aléas digne de ce nom. Donc c'est toujours la même question, je suis d'accord. Autre question, Alexis, c'était notamment sur la partie scanning. Est-il possible d'interroger directement les DNS pour récupérer les adresses? Et notamment, pourquoi pas utiliser le scan de DNS plutôt que d'essayer de scanner toutes les adresses IP? Alors oui, alors nous on recommande effectivement de scanner les DNS parce que je sais ce que vous avez en tête derrière, c'est que quand vous faites un scan avec IP, sur le protocole TLS, il y a quelque chose qui s'appelle le SNI, le Subject Name Indication. Quand vous faites des scans par IP, vous ne précisez pas le nom de domaine, ce qui fait que si vous avez un serveur qui a plusieurs certificats de paramétrés pour plusieurs domaines, vous n'en verrez qu'un. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire le scan par DNS. Pourquoi on n'interroge pas le DNS? Alors, pour la simple et bonne raison que le DNS ne vous permet pas de faire de requêtes de ce type-là. Par contre, on sait quand même le faire. Vous voyez, par exemple, si je demande à rechercher tous les noms de domaine de DigitalBerry, ben là, vous pouvez voir, j'ai mis un étoile et là, on a récupéré tous les noms de domaine de DigitalBerry et je peux du coup soit en sélectionner quelques-uns à scanner, soit tous les sélectionner. C'est moi qui fais mon choix et je peux évidemment en combiner avec d'autres FQDN. Voilà, donc juste pour compléter, oui, effectivement, c'est une question aussi d'un partenaire. Donc, nous, c'est la première chose qu'on montre à un prospect ou à un client, c'est qu'on va scanner tous ces FQDN exposés publiquement. Par contre, bien sûr, quand il s'agit de faire une découverte en interne, là, c'est moins évident, Alexis. Oui, en interne, en fait, il va falloir renseigner tous vos noms de domaine.
C'est pour ça qu'on a l'option de scanner avec un fichier CSV. Comme ça, vous mettez tous vos noms de domaine dans un CSV, vous ne les retapez pas, et vous uploadez ce CSV, et nous, on va scanner tous ces noms de domaine. C'est comme ça qu'on fait en interne. Voilà, j'ai vu qu'il y avait encore des questions sur OpenSSL. Je pense qu'on y répondra peut-être un peu plus par écrit, mais effectivement, j'ai vu dans notre veille de sécurité qu'il y avait des alertes cette semaine sur OpenSSL, et nous, on n'était pas concernés sur la version qu'on utilise. Voilà, mais ce qui ne veut pas dire que la prochaine fois, on ne va pas avoir une remédiation et une communication et une mise à jour envers nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Et juste pour la question, je complète par la question OpenSSL. Si la question c'est par rapport à la CVE qui est sortie récemment, donc nous par exemple on a fait l'étude, hein, on n'est pas impacté. Je ne sais pas vous donner la version exacte d'OpenSSL, mais de toute façon on a cette veille continue qu'on fait avec toutes les CVE qui sortent. Voilà. Écoute, Alexis, on est dans les 45 minutes. Donc, je pense que c'était bien de tenir ce timing. Peut-être que tu peux rebasculer sur la présentation. Simplement dire que voilà, le but de notre solution Berrycert, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui va vraiment déjà faire gagner du temps aux équipes IT, Sécu ou PKI, parce qu'elles ont 1000 choses à faire en ce moment, et toutes les opérations manuelles sur les certificats, les nouvelles demandes, les renouvellements, vérifier la conformité, faire des migrations d'AC ou autres, tout ça, ça peut être fait beaucoup plus simplement avec une solution comme Berrycert. Ça va aussi renforcer la compliance de l'entreprise et de ces systèmes d'information, à la fois avec la partie scanning, audit, bien sûr, mais aussi en contribuant à répondre aux objectifs des règles émises et des recommandations émises par l'ANSSI, par exemple. Voilà. On va aussi proposer une interface unique et centraliser tous les processus, qui va permettre de donner une certaine autonomie aux utilisateurs. Encore une fois, ça fait gagner du temps aux équipes IT derrière, qui vont pouvoir, avec des interfaces simplifiées et des politiques qui ont du sens dans leur énoncé, faire des demandes de certificats encadrés. Et bien sûr, il y a la partie automatisation, qu'on peut laisser bien sûr aussi semi-automatique pour garder le workflow d'approbation, mais la partie automatisation qui permet, voilà, en quelques clics, on n'est pas sorti de Berrycert. Une fois que c'est intégré et configuré, on peut gérer une bonne partie du parc de manière automatisée. Et bien sûr, on a aussi ce qui va avec ce type d'outil, journalisation des événements. Voilà, je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Bien sûr, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez avoir des démos, si vous souhaitez avoir de la documentation, si vous souhaitez bien sûr qu'on étudie des use cases particuliers. On répondra, je pense, par écrit à l'ensemble des questions posées et qu'on vous redistribuera. Toutes les personnes inscrites à ce webinaire pourront accéder au replay également. Voilà. Et puis sinon, voilà, je rappelle, on sera présent au FIC au mois de juin, on sera présent aux assises. Donc c'est aussi une occasion de venir nous rencontrer, les équipes, nos démos, d'échanger sur votre contexte. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si je vais te laisser peut-être le mot de la fin, Alexis. Non, bah, écoutez, merci à tous pour votre participation. Je pense qu'on pourra reparler plus en détail de vos contextes, parce que je vois, il y a pas mal de questions. C'est vrai que c'est pas forcément facile de répondre à tout maintenant, et puis des fois c'est un peu trop précis. Donc n'hésitez pas à nous recontacter justement pour prendre des rendez-vous, qu'on fasse des démos plus spécifiques, qu'on vous montre d'autres aspects du produit, et puis étoffer la discussion avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Back to business. Et merci de nous avoir accordé ce temps et d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Alexis. Merci. Au revoir.